Si je vous montre ce bâtiment ou encore celui-ci, est-ce que vous les trouvez attrayants, séduisants, ou est-ce qu'au contraire vous n'avez qu'une envie en tête, les raser de la surface de la Terre? Alors certes, je grossis un peu le trait, mais cette problématique illustre une question de fond qui touche le microcosme urbanistique et architectural depuis quelques années. Quelle place accorde-t-on dans nos villes aux bâtiments mal aimés? Il faut sauver le soldat béton, c'est le sujet de cet épisode et on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et si vous vous intéressez un peu à l'architecture, vous avez probablement reconnu à quel courant appartenaient les bâtiments que je viens de vous présenter. Mais si ce n'est pas le cas, ne bougez pas, je vais vous expliquer tout ça en quelques secondes. Ces bâtiments appartiennent au style brutaliste, un courant architectural ayant connu une certaine popularité dans les années 50 à 70, en particulier au Royaume-Uni, en France et aux USA, et un peu plus tard en Europe de l'Est et en Amérique du Sud. Inspiré entre autres par les travaux de Le Corbusier, le brutalisme se distingue des styles architecturaux qui l'ont précédé par des formes particulièrement massives et rectilignes, sans fioriture ni rondeur aucune, ce qui lui vaut d'être aujourd'hui largement décrié. En effet, depuis les années 70-80, le brutalisme est clairement passé de mode, et c'est un euphémisme que de dire ça. Au-delà de sa dépréciation esthétique, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, il est régulièrement fustigé de tous les maux, à l'instar du Premier ministre britannique David Cameron, qui l'accusait d'être à l'origine de toute la criminalité au royaume de la Reine, rien que ça. Mais alors, comment expliquer ce revirement, ce changement de regard sur un courant architectural pourtant largement plébiscité dans les années d'après-guerre? Pour le comprendre, il faut revenir aux origines du brutalisme. Et comme je vous le disais, c'est un courant qui plaide en faveur d'une architecture sans froufrou, sans fioriture. Pas de motifs ornementaux sur les façades, non, juste des lignes géométriques, des matériaux bruts mis à nu, et comme seuls artifices esthétiques qu'on s'autorise, des fenêtres, répétées à l'infini. Contrairement à une idée largement répandue, le terme brutalisme ne renvoie pas au mot brutal. En réalité, cela fait tout simplement référence à la technique du béton brut, un terme inventé par Le Corbusier lors de la construction de la Cité radieuse à Marseille. Il n'en reste pas moins que cette appellation fait écho, bien malgré elle, à un imaginaire de brutalité qui s'est depuis largement imposé dans l'inconscient collectif. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'architecture brutaliste est à ce point utilisée dans la pop culture contemporaine, en particulier dans les films et séries de science-fiction, renvoyant généralement à un imaginaire dystopique et dictatorial. C'est par exemple le cas de l'Université de Toronto, relookée en méga-prison dans Resident Evil Afterlife, ou en ambassade martienne dans la série The Expanse, la brutalité des décors renvoyant ici à la brutalité de la civilisation très militarisée de Mars. Sans aller jusqu'à ces improbables futurs, vous pouvez aussi vous familiariser avec l'architecture brutaliste en regardant la série Misfits, entièrement tournée dans le quartier de Thames Head, au sud-est de Londres. C'est d'ailleurs dans ce même quartier qu'avait été tourné Orange Mécanique en 1970, rappelant au passage que cet imaginaire dystopique du brutalisme est presque aussi ancien que le brutalisme lui-même. Mais on aurait tort de résumer le brutalisme à cette seule dimension esthétique. En réalité, ce dénuement de façade reflète une réflexion de fond sur la question des usages et la nécessité de concevoir un bâtiment en fonction de ce qu'il devrait être et non pas ce à quoi il devrait ressembler. Un parti pris radical qui revient en un sens à l'essence de l'architecture et qui allait de pair avec les idéaux progressistes de l'époque, hérités notamment de Le Corbusier, et une véritable utopie sociale contenue dans ces bâtiments. L'architecture, c'est aussi révolutionner notre art de vivre. Le problème, c'est qu'une telle architecture vieillit assez mal. Déjà, matériellement, les structures métalliques qui composent l'armature du béton peuvent rouiller plus vite qu'on ne le pensait, et ça donne des bâtiments qui se dégradent assez rapidement. Mais surtout, le souci quand vous concevez un bâtiment en fonction des usages, c'est que si ces usages évoluent, votre bâtiment devient très vite obsolète. Résultat, à partir des années 90-2000, on a vu un grand nombre de bâtiments brutalistes à travers le monde être tout simplement démolis. Et en relisant les tribunes et les articles de presse de l'époque, on pouvait noter une vraie volonté d'effacer, de rayer de l'histoire ces vestiges d'un passé révolu, et accessoirement toutes les utopies sociales qui allaient avec. En réaction, à partir des années 2010, on a vu émerger plusieurs mouvements de défense du brutalisme, arguant qu'il s'agissait d'un patrimoine architectural emblématique du XXe siècle. Des collectifs se sont organisés, notamment en Angleterre et aux États-Unis, pour tenter de sauver ces ouvrages des ravages du temps et du dénigrement. On peut par exemple citer le mouvement SOS Brutalisme, qui porte bien son nom et qui s'est donné comme objectif de recenser des milliers de bâtiments brutalistes à travers le monde. Ça avait d'ailleurs donné lieu à une exposition au Musée allemand d'architecture en 2017-2018. Et surtout, difficile de nier l'influence que jouent les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, mais aussi la pop culture, encore elle, notamment dans les clips
qui réhabilite complètement ces bâtiments dans l'imaginaire collectif. À mes yeux, ce mouvement est symptomatique de l'évolution du regard que nous portons vis-à-vis de cette architecture un peu malmenée, trop rapidement malmenée. D'une part, les préceptes brutalistes font écho à un certain minimalisme qui est en vogue actuellement et qui contraste avec la démesure de l'architecture qu'on a pu observer dans les années 2000. C'est peut-être ce qui explique en partie ce regain d'intérêt. Mais surtout, je pense que ça montre à quel point on change de perspective sur l'inacceptabilité de la démolition dans un contexte d'impératif écologique qui forcément chamboule un peu tout. Dans un contexte d'épuisement des ressources disponibles, il est en effet complètement anachronique de vouloir tout détruire pour tout reconstruire. La réhabilitation et la reconversion du bâti brutaliste s'imposent alors comme un compromis idéal, permettant à la fois de préserver ce patrimoine ancien, tout en lui redonnant une nouvelle jeunesse pour affronter les vicissitudes du XXIe siècle. On peut par exemple citer la rénovation du quartier des Bleuets à Créteil, ou bien du 56 rue de Mouzaya à Paris 19e. Sauf qu'une telle opération d'envergure, plutôt qu'une démolition, eh bien ça coûte cher et ça peut prendre du temps. Prenons le cas des Bleuets, donc à Créteil, il s'est écoulé près de 20 ans entre les premières intentions et la livraison finale des logements. Et surtout, la rénovation a entraîné un surcoût de 60 000 €, auquel il faut ajouter les tensions politiques inhérentes à tout projet de cette envergure, et vous comprendrez très bien que, pour certains, la démolition serait probablement la solution la plus rapide et efficace. Mais vous l'avez compris, on ne peut plus se le permettre aujourd'hui. L'obtention du prix Pritzker par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal en mars 2021 montre bien que le regard commence à changer sur la démolition de l'existant. Le duo d'architectes français compte en effet parmi les pionniers de la réhabilitation, avec quelques projets emblématiques tels que la tour Bois-le-Prêtre à Paris. Comme le résume Anne Lacaton elle-même, la démolition est un gaspillage de beaucoup de choses, d'énergie, de matériaux, et un gaspillage de l'histoire. Et même si les projets du duo n'ont rien à voir avec l'architecture brutaliste stricto sensu, je pense qu'ils procèdent de la même prise de conscience. Une prise de conscience environnementale et patrimoniale qui réaffirme qu'on ne peut tout simplement pas rayer de la carte des bâtiments au seul prétexte qu'on les trouve moches. Roland Castro parlait de fabriquer une mémoire heureuse des lieux, et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire avec le brutalisme. Les réhabiliter, à la fois sur le plan matériel mais aussi symbolique, un peu comme le faisait la série Misfits, avec ses couleurs magnifiques et ses couchers de soleil qui reflétaient la beauté de ces monstres de béton. Yeah. Still got a wonderful. Et vous, quel regard portez-vous sur l'architecture brutaliste? Est-ce qu'à défaut de trouver ces bâtiments particulièrement attrayants, j'ai réussi au moins peut-être à vous convaincre de leur donner une seconde chance? Si c'est le cas, ou même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, vous pouvez liker, partager sur les réseaux sociaux si vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Nous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Merci beaucoup. They say that time heals a broken heart.